Spider-Man est sans aucun doute le super-héros le plus connu et le plus apprécié au monde, surtout auprès du jeune public. Une apparition sur le grand écran était donc évidente, et c'est d'ailleurs vérifié ces dernières années avec de nombreux films, auxquels nous allons nous intéresser aujourd'hui. Spider-Man est un super-héros évoluant dans l'univers Marvel de la maison d'édition Marvel Comics. Créé par Stan Lee et Steve Ditko, le personnage de fiction apparaît pour la toute première fois dans le comic book Amazing Fantasy numéro 15 en 1962, avant de s'offrir sa propre série quelques mois plus tard. Peter Parker vit depuis ses 6 ans, âge à partir duquel il est devenu orphelin, chez sa tante et son oncle, à savoir Benjamin et May Parker. Un jour, à la suite d'une expérience à laquelle il assiste, l'adolescent est mordu par une araignée radioactive. Il obtient grâce à cette morsure une force et une agilité hors du commun, la capacité d'adhérer aux parois, ainsi qu'un sens d'araignée l'avertissant des dangers imminents. Dans un premier temps, il met à profit ses pouvoirs fraîchement acquis pour gagner de l'argent. Mais lorsqu'il laisse un voleur s'échapper alors qu'il aurait pu très facilement l'arrêter, l'oncle de Peter se fait tuer par le criminel en question. À partir de cet instant, Peter comprend que sa vocation est de lutter contre le crime, chose qu'il fera sous le nom de Spider-Man. Le super-héros affrontera de nombreux ennemis. Parmi les plus connus, on peut citer le Docteur Octopus, un brillant ingénieur et inventeur qui a acquis la capacité de contrôler 4 tentacules artificiels, Mysterio, un maître de l'hypnose et de l'illusion que l'on reconnaît grâce à son casque d'aquarium pour poissons, ou encore le Bouffon Vert, l'ennemi juré du héros qui possède une armure renforcée, une force et une vitesse surhumaine, ainsi qu'un puissant arsenal en rapport avec Halloween. Vous l'ignoriez peut-être, mais la première apparition des aventures de Spider-Man au cinéma remonte aux années 70 via 3 longs métrages en rapport avec la série télévisée The Amazing Spider-Man, qui compte 2 saisons et 14 épisodes au total. Ces 3 films s'intitulent L'Homme Araignée, qui est accessoirement l'épisode pilote de la série, La riposte de l'Homme Araignée et Spider-Man défie le dragon. Le rôle de Peter Parker y était interprété par Nicholas Hammond. Pour info, je n'ai pas vu ces films, et je n'ai d'ailleurs pas envie de les voir, donc on ne s'attardera pas dessus. La vidéo sera en plus déjà assez longue comme ça. En 1985, Marvel Comics ouvre une enchère pour les droits d'adaptation de Spider-Man. Le studio Cannon Group est le seul à enrichir, mais la société Cannon est en difficulté financière peu après. Elle transfère alors les droits en 1989 à 21st Century Corp, qui sera acheté par MGM après sa faillite. 21st Century vend les droits vidéo à Columbia Pictures, vendus en septembre de la même année à Sony. En 1991, Marvel, 21st Century et Carolco passent un accord pour produire un film avant 1996 avec l'intention de prendre James Cameron comme réalisateur, lequel avait déjà travaillé pour Carolco sur Terminator 2 le jugement dernier. Cameron propose un scénario long et ambitieux qui met en scène l'Homme Sable et Electro, mais la société Carolco fait elle aussi faillite en 1996. 3 ans plus tard, Columbia Pictures et sa maison mère Sony Pictures obtiennent les droits de produire des films sur Spider-Man, avec l'envie de mettre en scène le développement concocté par James Cameron. Cependant, ce dernier n'est plus intéressé. Beaucoup de réalisateurs défilent dans les bureaux de Columbia Pictures comme Tim Burton, Chris Columbus, Roland Emmerich, David Fincher ou Ang Lee qui réalisera Hulk en 2003. Mais c'est finalement Sam Raimi, connu pour sa trilogie Evil Dead ou Darkman, qui l'emporte. David Koepp retravaille le scénario de James Cameron mais garde seulement l'idée des toiles organiques et décide d'utiliser le Bouffon Vert comme antagoniste principal, le Docteur Octopus étant dans ce script l'ennemi secondaire. En 2000, la Columbia engage Scott Rosenberg pour des réécritures, qui supprimera le Docteur Octopus du scénario et ajoutera des scènes d'action. Le tournage commence en janvier 2001 et s'achève en juin. La sortie du film est d'abord prévue pour Noël 2001, mais sera repoussée à mai 2002. En effet, une scène dévoile le héros attrapant un hélicoptère dans lequel se trouve un groupe de braqueurs. L'appareil est brusquement stoppé par une toile d'araignée, filée entre les tours jumelles du World Trade Center. Mais cette scène sera retirée du film après les attentats du 11 septembre 2001. Côté distribution, J.K. Simmons prêtera ses traits à J. Jonah Jameson, Ben et May Parker seront respectivement interprétés par Cliff Robertson et Rosemary Harris, quant à Harry Osborn et Mary Jane Watson, ils seront joués par James Franco et Kirsten Dunst. Willem Dafoe sera le grand méchant du film, à savoir le Bouffon Vert. Enfin, le rôle principal de Peter Parker alias Spider-Man sera attribué à Tobey Maguire. Tout simplement intitulé Spider-Man, le film sort en mai 2002 et rapportera environ 825 millions de dollars à l'international pour un budget de 139 millions, ce qui est un gros carton. On suit dans ce long métrage Peter Parker, un adolescent vivant chez sa tante et son oncle. Après avoir été mordu par une araignée génétiquement modifiée qui s'était échappée d'un laboratoire, il se découvre des pouvoirs surhumains. Mais alors qu'il aurait pu facilement l'arrêter, Peter laisse un criminel s'échapper, qui se révélera être un peu plus tard le meurtrier de Ben Parker, l'oncle de l'adolescent. En comprenant qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, Peter utilise ses pouvoirs pour faire régner la justice, sous le nom de Spider-Man, l'homme araignée. Néanmoins, Norman Osborn, le père du meilleur ami du héros, développera de son côté une deuxième personnalité qui se fera appeler le Bouffon Vert. Les deux surhommes s'affronteront à plusieurs reprises et Norman finira par se tuer accidentellement par son propre planeur. Cependant,
Harry rejette la faute sur Spider-Man et jure de se venger de lui. Pour être tout à fait honnête, je ne suis pas très fan de la trilogie de Sam Raimi. La chose qui me dérange le plus dans ce premier film est son côté beaucoup trop kitsch et ringard. Cela se retrouve à la fois dans le design des costumes, surtout celui du bouffon vert, ou dans la relation entre Mary Jane et Peter qui souffre de dialogues enfantins et vraiment mal écrits. Je dois cependant admettre que le personnage de Peter est exploité à merveille. En effet, son déséquilibre entre vie personnelle et vie super-héroïque est maîtrisé de bout en bout et fait de lui un personnage plus qu'attachant, très intéressant et auquel on s'identifie facilement. Ses pouvoirs ne sont pas montrés comme un don, mais comme un réel fardeau. Le vilain du long métrage est lui aussi une réussite, puisqu'il constitue une vraie menace et est extrêmement charismatique, notamment grâce au jeu d'acteur de Willem Dafoe. S'il y a bien une chose qui met tout le monde d'accord, c'est l'excellente mise en scène de Sam Raimi, qui fait preuve d'une grande inventivité et d'un savoir-faire indéniable. C'est dynamique, impressionnant, et les scènes de voltige sont complètement réussies et immersives. J'ai donc hâte de voir ce que le réalisateur nous proposera pour Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Il faut aussi parler des scènes d'action qui ont dans l'ensemble très mal vieilli, que ce soit au niveau des effets spéciaux ou des chorégraphies de combat, même si l'on ressent les impacts. Enfin, la musique de Danny Elfman est tout simplement grandiose, transmet un tas d'émotions et permet en plus d'ouvrir le film de la plus belle des manières avec un générique inoubliable. Pour conclure, Spider-Man est un film plein de qualités et de bonnes idées certes, mais qui ne me passionne pas plus que cela. En effet, le côté kitsch trop présent à l'écran ne permet pas une immersion totale. Comme quoi, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Peu de temps après avoir terminé Spider-Man, Sam Raimi commence à développer une suite. En avril 2002, Sony engage Alfred Gough et Miles Millar pour écrire un script avec le Docteur Octopus, le Lézard et la Chatte Noire comme antagonistes. En mai, David Koepp, scénariste du premier film, rejoint le projet pour travailler sur le script. 4 mois plus tard, c'est au tour de Michael Chabon d'être engagé pour des réécritures. Sa version propose un Docteur Octopus plus jeune et sous le charme de Mary Jane. Il est aussi présenté comme le créateur de l'araignée qui a piqué Peter dans le précédent film, et proposera à ce dernier un antidote pour lui ôter ses pouvoirs. Cependant, Sam Raimi n'est pas convaincu par ces différentes versions du scénario et collabore avec Alvin Sargent. Le réalisateur pense que le film doit se focaliser sur la thématique du conflit qui anime Peter, partagé entre ses désirs personnels et ses responsabilités. Il est ensuite décidé que le Docteur Octopus serait le vilain principal, dont le passé est modifié par Raimi afin de faire de lui un héros aux yeux de Peter. Bien que l'ensemble du casting du premier film soit revenu pour cette suite, il faut savoir que Tobey Maguire a longtemps été incertain à cause de sévères douleurs au dos. Jake Gyllenhaal a alors été contacté pour reprendre le rôle de Peter Parker. Alors qu'il avait déjà entamé une préparation physique, le retour de Tobey Maguire a finalement été confirmé. Gyllenhaal incarnera quelques années plus tard Mysterio dans Spider-Man Far From Home. Pour le rôle du Docteur Octopus, les premiers choix sont Robert De Niro, Liev Schreiber ou encore Chris Cooper qui interprétera Norman Osborn dans The Amazing Spider-Man 2. Mais le rôle revient finalement à Alfred Molina, dont la performance dans Frida a été appréciée par Sam Raimi. Le film sort en 2004 et ses recettes mondiales s'élèveront à environ 784 millions de dollars, soit un peu moins que le premier film, pour un gros budget de 200 millions de dollars. Mais Spider-Man 2, de quoi ça parle? Eh bien 2 ans après les événements du précédent film, Peter Parker ne parvient pas à trouver un équilibre de vie entre d'un côté ses cours et ses loisirs, et de l'autre sa vie de super-héros qu'il mène sous l'identité de Spider-Man. Dans le cadre d'un projet financé par Oscorp, Harry Osborn invite Peter à rencontrer le Dr Otto Octavius, qui a mis au point des bras mécaniques intelligents lui permettant de manipuler à distance une source d'énergie puissante semblable au Soleil. Mais l'expérience tourne mal et les bras artificiels finissent par imposer leur volonté sur Octavius en faisant de lui un dangereux criminel connu sous le nom du Dr Octopus. Ce dernier amène ensuite le corps de Spider-Man, toujours vivant mais inconscient, à Harry Osborn qui découvrira que l'homme sous le masque de l'araignée n'est autre que son meilleur ami. Libéré par Harry, Peter part combattre Octopus qui retenait MJ prisonnière, et le vilain se sacrifiera pour sauver la ville après avoir repris le dessus sur ses 4 bras mécaniques. Spider-Man révèle quant à lui sa véritable identité à Mary Jane, qui annulera par conséquent son mariage avec John Jameson, le fils de D. Jonah Jameson, pour vivre avec Peter. Je trouve Spider-Man 2 maîtrisé de bout en bout, tant visuellement que scénaristiquement, même si comme pour le premier, je ne me sens pas énormément impliqué dans l'histoire. Encore une fois, la force du long métrage réside dans l'écriture du personnage principal. En effet, Peter commence petit à petit à renoncer à sa vie de super-héros, chose qu'il finira par faire suite à la perte de ses pouvoirs, mais il comprendra plus tard qu'arrêter les criminels est un devoir, sans doute le plus important, et qu'il ne peut donc mettre cette vie de côté. Le Docteur Octopus, le méchant du film, est lui aussi très réussi. En plus d'être charismatique, on comprend facilement ses motivations et sa situation, ce qui le rend donc attachant. Ces 4 bras mécaniques permettent au réalisateur de nous offrir des scènes d'action spectaculaires. On pense forcément à celles se déroulant sur le train à la fin du film. On a aussi le droit à une scène horrifique ultra mémorable, la spécialité de Sam Raimi, ainsi qu'à des plans incroyables, notamment en ce qui concerne les scènes de voltige du héros. Il faut avouer que la romance entre Peter et Mary Jane est barbante, et tourne beaucoup en rond, mais cela fait sens lorsqu'on y réfléchit ne serait-ce que 2 secondes.
Bon après, MJ ne constitue que le love interest du héros, et joue seulement le rôle de la demoiselle en détresse. Enfin, j'aimerais ajouter que la musique de Danny Elfman est toujours aussi excellente, et que J.K. Simmons incarne un J. Jonah Jameson tout simplement génial, tant il est drôle. En conclusion, Spider-Man 2 est objectivement quasi parfait, et nous offre sûrement le meilleur développement de Peter Parker jusqu'à présent. Malheureusement, il me manque un petit quelque chose pour que je l'apprécie pleinement, malgré ses qualités indéniables. Juste après la sortie de Spider-Man 2, Ivan Raimi se penche sur la suite en écrivant un premier jet avec son frère, qui se chargera de le mettre en scène. Ensemble, ils décident d'explorer une nouvelle facette de Peter, ainsi que l'humanité qu'il peut parfois y avoir dans certains criminels. Le choix du méchant s'est fait selon les préférences de Tobey Maguire, qui a affirmé que l'Homme Sable était son vilain préféré, vilain que Sam Raimi trouve par ailleurs visuellement fascinant. Alors que ce n'est qu'un petit criminel dans les comics, il est ici décidé d'en faire le véritable meurtrier de Benjamin Parker, l'oncle de Peter tué dans le premier opus de la trilogie. Il faut savoir que la présence du vautour avait un temps été envisagée et Ben Kingsley était annoncé pour l'incarner, lui qui jouera plus tard le mandarin dans Iron Man 3. L'idée originale de Sam Raimi était de confronter dans ce film Spider-Man à des héros humains, le forçant à remettre en question son existence en tant que super-héros. Bien qu'il ne voulut pas inclure le personnage de Venom dans le long métrage, la pression des fans additionnée à celle du producteur Avi Arad l'a contraint à céder. D'après ses propres mots, il apprécie toutefois la façon dont Alvin Sargent l'utilise dans le script. S'ajoute au casting des deux premiers films l'acteur Topher Grace dans le rôle d'Eddie Brock. Thomas Haden Church est engagé pour le rôle de l'Homme Sable grâce à sa prestation dans Sideways et a d'ailleurs accepté le rôle avant d'avoir pu lire le script. Enfin, bien que Scarlett Johansson fût sollicitée pour incarner Gwen Stacy, le choix se porte finalement sur Bryce Dallas Howard, la fille du réalisateur Ron Howard. Il a un temps été envisagé que le film soit séparé en deux parties, mais il sort finalement en une seule durant l'année 2007. Il récoltera environ 895 millions de dollars dans le monde, pour un budget juste colossal de 258 millions. Dans Spider-Man 3, Peter Parker a retrouvé un équilibre de vie et veut se marier avec Mary Jane. Il doit cependant faire face à de nouveaux ennemis, à savoir le nouveau bouffon vert, qui n'est autre que Harry Osborn souhaitant venger la mort de son père, et l'Homme Sable, le véritable assassin de Ben Parker, se sentant obligé de commettre des crimes pour gagner de l'argent dans le but de soigner sa fille gravement malade. En plus de ça, un symbiote s'attache à Peter et le rend agressif, ce qui l'éloigne de MJ. Le héros finira par s'en débarrasser et combattra Eddie Brock, maintenant doté du symbiote, et Fleet Marco, avec l'aide de son ami Harry qui sait maintenant que son père s'est tué lui-même. Finalement, Peter laisse partir l'Homme Sable, tue Venom et doit sa vie au sacrifice de Harry. Spider-Man 3 est un film très brouillon, notamment à cause du nombre important de super-vilains qu'il porte à l'écran, ceux-ci n'ayant donc pas suffisamment de scènes pour briller. Par exemple, Harry Osborn est réduit ici à un amnésique pendant les 3/4 du long métrage. Il en devient donc inintéressant, puisqu'il constitue seulement un rival amoureux pour Peter. Beaucoup de gens critiquent le personnage de Venom, mais je le trouve plutôt bien exploité, Eddie Brock souhaitant uniquement se venger de Peter, chose tout à fait compréhensible. Le fait qu'il n'intervienne qu'à la toute fin du film permet de le développer le plus possible, même s'il est évident que découper le film en deux parties aurait été l'idéal. Toutefois, il faut avouer que l'acteur manque de charisme, et n'a pas la carrure pour interpréter un tel perso. Je dois dire que l'Homme Sable est le méchant le plus intéressant puisqu'il dispose de vraies motivations qui font de lui un antagoniste attachant. Même si je trouve dommage le fait qu'il soit l'assassin de l'oncle Ben, on ne peut que regretter son manque de présence à l'écran. Les scènes d'action sont très impressionnantes et sont en plus desservies par des effets spéciaux tout aussi excellents. On pense notamment à la magnifique scène sans dialogue tournée en plan séquence, dans laquelle Flint Marko découvre ses pouvoirs. Bien que Danny Elfman ait laissé sa place à Christopher Young pour signer la bande originale du film, il faut avouer que les thèmes de l'Homme Sable et de Venom sont exceptionnels. Pour conclure, Spider-Man 3 est très différent de ses deux prédécesseurs, celui-ci se concentrant davantage sur l'action. C'est bourré de défauts, maladroit, poussif à certains moments, mais ça reste tout de même divertissant, et loin d'être mauvais.